l'histoire. Histoire de train est une présentation d'Infinity et de la berline de luxe i30, grande gagnante de sa catégorie. Aux dernières heures du 19e siècle, dans les hauteurs des Laurentides, un curé, solide comme le bronze, fut à son tour atteint de la fièvre du rail. Seul un train, le petit train du Nord, saurait guérir le curé Labelle. All aboard! À une douzaine de kilomètres au nord de Montréal, une succession de montagnes imposantes surplombe une forêt dense plantée d'érables et d'épinettes. Les rivières La Rouge, la Nord et la Lièvre sillonnent un territoire à l'espèce sauvage nommé Pays d'en haut, aujourd'hui les Laurentides. C'est dans ce décor rude et bucolique à la fois qu'un curé de campagne, dont la foi déplaçait les montagnes, entreprit sa longue croisade en vue d'unir par le train un chapelet de villages à la grande ville de Montréal. Ce fut le rêve du curé Labelle. Hiver comme été, pendant plus d'un siècle, l'humble chemin de fer baptisé le Petit Train du Nord s'est baladé par monts et par vaux à travers les hautes terres. L'histoire des Laurentides demeure profondément liée à celle du Petit Train du Nord. Au cœur de ce grand terrain de jeu pour touristes, qui est aujourd'hui devenu cette magnifique région, la présence du curé Labelle et celle de son projet insensé sont toujours palpables. Celui qui rêvait de chemin de fer et d'agriculture y a laissé son empreinte. Que ce soit le nom d'une gare, celui d'une rue ou d'un sentier, le pays entier est signé Antoine Labelle. Apôtre de la colonisation, il a bâti un royaume dont il était le roi du Nord. Saint-Jérôme est le village du curé Labelle. Porte d'entrée des Laurentides, c'est là qu'une partie importante de cette folle aventure de train de campagne s'écrira et que la légende du curé Labelle prendra véritablement forme. Dans le parc voisin de l'église, un roi du Nord en bronze massif veille toujours sur ses paroissiens. Comme il le fit tout au long de sa vie, son bras solide pointe vers le nord du Nord et semble encore aujourd'hui montrer la voie. Le curé Labelle voit le jour en 1833 dans le village de Sainte-Rose, près de la rivière des Mille-Îles. Comme c'est souvent le cas dans les villages québécois d'antan, l'église occupe la place centrale. L'enfance du jeune Labelle se déroule donc à l'ombre du clocher et sous l'aile bienveillante du curé Brunet. À l'intérieur des murs de l'austère presbytère, le prêtre s'occupe lui-même de l'éducation chrétienne d'Antoine. À l'âge de 11 ans, Antoine entre au petit séminaire de Sainte-Thérèse, situé dans le village voisin. Il en ressort 8 ans plus tard, vêtu de la soutane et tenant bréviaire à la main. Il prononce ses vœux à l'âge de 22 ans, alors que le droit canon demande que les prêtres soient âgés d'au moins 24 ans. Ce sera là le premier d'une longue liste de précédents pour le curé Labelle. Au lendemain de la conquête, l'Église catholique ici vient près de disparaître en quelque sorte. Il y a des prêtres qui retournent en France et pendant longtemps, on n'a pas d'évêque. Si bien qu'on ne peut pas ordonner de nouveaux prêtres.
Et ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir une carence à ce moment-là, et vous allez avoir des curés qui vont avoir d'immenses paroisses à couvrir, d'où cette espèce d'esprit frondeur des paroissiens qui ne voyaient pas souvent leur curé. C'est bien que au début des années 40, il y a presque le clergé québécois, si on veut, ou bas canadien, est très faible en nombre. Est-ce que c'est pour ça qu'on a ordonné plus vite le curé Labelle, 2 ans plus vite en fait? C'est possible. Il peut y avoir de ça. Il peut y avoir aussi de ses talents. C'est un homme déjà qu'on voyait qui était fait pour ça. En 1860, Antoine Labelle obtient une première cure à Saint-Antoine-Abbé. Le village est un terrain miné. Catholiques et protestants s'y font la vie dure. Mais son physique de quart arrière et son intelligence vive ont rapidement raison de l'ardeur de ses bouillants paroissiens. Selon les critères de l'époque, le curé Labelle, c'est un colosse. C'est un homme qui va atteindre les 6 pieds. On dit ça dans le langage québécois, quand on dit un grand 6 pieds, ça voulait dire quelque chose. Et c'est un homme aussi qui très rapidement va, parce qu'il va devenir un adepte de la bonne bouffe, il va apprendre ça avec le curé Vinet, son premier curé, alors qu'il était vicaire. Et il va aimer le cognac un peu, il va aimer les cigares, il va aimer la bonne bouffe. Alors, très rapidement, semble-t-il, il atteint les 300 livres, peut-être plus. Et donc, aux yeux des gens de l'époque, c'est un géant, en quelque sorte, c'est un colosse. Je veux que ce rêve se réalise. Personnage plus grand que nature, le curé Labelle servit d'inspiration à l'écrivain Claude-Henri Grignon. Il en fit l'un des héros de la populaire série de télévision québécoise, Les belles histoires des pays d'en haut. Absolument rien. Tout le nord de Montréal, c'est aussi grand qu'un empire. Ouais, puis ça, vous le dites bien dans votre conférence, hein? Oui, il s'agit d'ouvrir ce territoire à la colonisation, d'y fonder des centaines de paroisses, d'y fixer 1 million d'habitants, et cela avant 50 ans. Si, bien entendu, le gouvernement d'Ottawa et celui de Québec veulent bien me seconder. À partir du milieu du 19e siècle, moment où Antoine Labelle commence sa vie de prêtre, le Québec rural est en pleine crise de l'agriculture. Les campagnes voient leur population diminuer à vue d'œil. Chaque jour, des familles entières traversent la frontière pour s'exiler en Nouvelle-Angleterre où un maigre salaire les attend dans les filatures de coton. 1 demi-million de Canadiens français quitteront le Québec au cours de cette période. Stopper l'exode de son peuple et travailler à son développement. Voilà ce qui sera dorénavant la mission du curé Labelle. On voit là la déperdition de la race, non seulement sur le plan du nombre, mais on se dit aussi, nos Canadiens français qui s'en vont aux États-Unis vont se perdre dans le matérialisme américain, vont abandonner la religion, et ainsi de suite. Donc, il faut empêcher cette espèce d'exode dramatique, à leurs yeux, au plus vite. D'où, évidemment, l'idée de coloniser. Et c'est donc cet aspect-là que Labelle est un nationaliste d'une certaine manière. En 1861, le père d'Antoine décède. Demeurée seule, sa mère Angélique prend alors le chemin du presbytère. Elle y restera toute sa vie, assumant l'intendance des lieux à titre de Madame Curé. Avant d'accéder au prestigieux poste de curé de Saint-Jérôme, Antoine Labelle fait ses classes dans un village encore plus difficile que le précédent. Saint-Bernard-de-la-Colle vit depuis des années en pleine guerre de clochers. Une vieille querelle au sujet de l'église catholique située 3 km à l'extérieur du village en est à l'origine. Trop loin, disent les fidèles qui boudent la messe du dimanche. Une occasion en or pour les protestants qui en profitent pour leur ouvrir toutes grandes les portes de leurs églises, situées, elles, en plein cœur du village. Pour ramener à la raison les brebis égarées, le curé Labelle n'hésite pas à utiliser la menace que représentaient les patriotes catholiques irlandais exilés aux États-Unis. Ces barbares que l'on nommait feignants. Les Fenians, ce sont des patriotes irlandais qui sont regroupés dans une espèce de fraternité plus ou moins secrète, je pense, et qui, voulant se venger en quelque sorte du traitement que l'Angleterre imposait à l'Irlande en Europe, leur patrie d'origine, il y avait émigré aux États-Unis, ces gens-là, veulent se venger en quelque sorte, faire payer le prix de ce mauvais traitement, si on veut, imposé par l'Angleterre aux Irlandais, et
pour ce faire, ben, ils vont essayer de se venger, en quelque sorte, sur leur colonie du British North America, entre autres, la colonie canadienne, en attaquant la colonie de façon armée, bien sûr. Il va y avoir des raids, quelques raids, et dans ce contexte-là, semble-t-il que Labelle aurait créé une espèce de milice de paysans, et grâce à ça, aurait réussi à faire la paix entre les protestants et les catholiques de sa paroisse en même temps, et aurait ni plus ni moins que montré en quelque sorte qu'ils étaient prêts à se défendre. Est-ce que ça a eu un effet de l'ordre de faire abandonner par les Fenians une attaque de ce côté-là, du côté de la colle, par exemple? Je ne le sais pas. Mais il reste que il a donc réussi d'une pierre deux coups. Il a réussi à ramener la paix dans sa paroisse en ramenant les gens autour d'un même projet, celui d'empêcher les Fenians d'attaquer leur paroisse, en quelque sorte. Lorsqu'il quitte la paroisse pour une nouvelle cure dans le village de Saint-Jérôme en 1868, anglophones, francophones, protestants et catholiques lui disent adieu en un concert d'applaudissements. Antoine Labelle entrait peu à peu dans la légende. Saint-Jérôme est le centre commercial des Laurentides. Mais dans les cantons voisins, les colons en arrachent. Les puissantes compagnies forestières, qui possèdent les droits de coupe, ont pratiquement le monopole du territoire. Le sol est pauvre et donne peu. Quant aux routes, elles sont quasiment impraticables. Les conditions de transport sur ce terrain accidenté sont tellement mauvaises qu'une lettre met 8 jours à se rendre de Mont-Laurier jusqu'à Montréal. Il y a là bien de l'ouvrage pour Antoine Labelle. Plus au sud, dans la grande ville de Montréal, dirigeants et hommes d'affaires ne jurent que par le train pour stimuler l'économie. Le curé Labelle est un homme de son temps et l'ambition ne lui manque pas. Égrenant son chapelet, il implore le ciel d'exaucer ses prières et de faire monter le train jusque dans ses terres. Si la Providence tarde trop, il verrait lui-même à lui donner un coup de main. L'ardeur d'un nouveau moteur de 240 chevaux. La quiétude d'un habitacle intérieur irréprochable. Vous rêviez de l'ultime véhicule de luxe? Le voici. Le nouveau QX4 d'Infiniti. Le parfait équilibre entre le luxe et la performance. Le XIIIe siècle, c'est l'époque de l'amour courtois. Fleury, Mathilde et Clarence résisteront-elles aux tentations, à la violence et aux intrigues familiales? La Chambre des Dames, demain, 17h, à Historia. Entrez dans les coulisses de l'histoire de la crise d'octobre, au mur de Berlin. Suivez pas à pas le récit des gens et des événements qui ont retenu l'attention du monde entier. Tournant de l'histoire, demain, 18h, à Historia. Journées qui ont fait le Québec, mercredi 18h à Historia. Ah, ça a failli tuer.
à la crise d'octobre. C'est le plus grand danger qu'a couru le Parti québécois dans son existence. Associé PQ-FLQ, parce que c'était devenu une sorte d'association automatique qui était répandue partout, le PQ-FLQ a failli venir à bout de nous. Dans l'immensité du territoire, la nature sauvage mais généreuse des Laurentides s'offre tel un cadeau au regard des visiteurs. À son arrivée à Saint-Jérôme, le curé Labelle fut lui aussi ébloui par ce coin de pays qu'il fera sien. Son destin était là, devant lui, s'étendant à perte de vue. Entre deux sermons, un baptême et quelques mariages, il s'enfonce dans les terres. Voyant cette vaste contrée encore inexplorée, son projet de colonisation prend forme. Il imagine des villages, çà et là, entre les montagnes. Il voit déjà toutes ces églises et leurs clochers annonçant de loin la naissance d'une nouvelle agglomération. Il rêve aux milliers de colons catholiques qui viendront s'installer dans ce décor dur mais prometteur. Ce qui va l'aider, c'est que le mouvement protestant, il n'est pas tellement fort. Parce qu'au même moment qu'on prêche ici la colonisation du Nord, un journal comme le Watchman de la Chute dit, voyons donc, allez pas perdre votre temps-là, il dit ça aux anglophones, allez pas perdre votre temps-là sur ces pierres sur ces terres de pierre, de roche, allez plutôt vers notre ouest, hein, du côté de ce qui est aujourd'hui le Manitoba, etc., où coule le lait et le miel en abondance. Laissez aux Canadiens français ces choses-là, puis prenez le train, puis allez plutôt dans l'ouest. Et c'est comme ça que ça va aider en quelque sorte, parce que les anglophones, dans beaucoup de cas, vont abandonner leur terre facilement, sauf dans des coins comme Arundel, par exemple, où Arundel, Labelle appelait ça son jardin du Nord, donc c'était des terres fertiles. Là, les anglophones gardaient plus facilement leur terre, là. Mais les autres, petit à petit, ont abandonné. Si bien que Labelle va en quelque sorte remporter la victoire, mais un petit peu par défaut en même temps. Pendant ce temps, dans les villes, un nouveau dieu fait parler de lui et compte de plus en plus de fidèles. En cette seconde demi du 19e siècle, le train est devenu l'élément rassembleur de l'élite du pays. La bourgeoisie du rail détient pouvoir et influence. Comme plusieurs de ses contemporains, le curé Labelle croit lui aussi que l'avenir appartient au chemin de fer. Sans lui, croit-il, le Nord ne pourra jamais se développer. Mais on me reprochera d'être l'homme d'une seule idée, mon chemin de fer. On a bien le droit, je pense, d'avoir un chemin de fer pour développer le nord de Montréal et aider les colons déjà établis. C'est aussi nécessaire qu'un chemin de fer dans l'Ouest canadien. Vous avez parfaitement raison. Cette prise de position plaît aux paroissiens. Impressionnés, ils se rangent rapidement derrière leur curé. Mais ils n'ont encore rien vu. Dans le secret du confessionnal, il ordonne aux fidèles de travailler à l'avènement du chemin de fer pour la rémission de leurs péchés. En public, il se transforme en lobbyiste et mène sa cabale à un rythme d'enfer. L'argent se trouve au sud et il ne se gêne pas pour le demander. Il demande aux Montréalais 1 million de piastres pour financer son projet. En retour, la ville pourrait profiter du bois et des produits de la forêt. Le curé Labelle mettra tout son poids pour convaincre hommes d'affaires et politiciens. Il amène le puissant et richissime Hugh Allen à s'associer à son futur chemin de fer. D'influents députés tels le conservateur Louis Beaubien, dont le parti compte dans ses rangs l'influent Georges-Étienne Cartier, ex-avocat de la compagnie du Grand Trunk Railway, lui donnent leur bénédiction. Il y aura, grosso modo, dans les années 70, 3 projets. Le projet de la colonisation du Nord de Montréal, qui va devenir le projet de la Montréal et Occidentale, la compagnie Montréal et Occidentale, qui a porté d'autres noms entre-temps, mais retenons celui-là. Il y aura ensuite la compagnie de chemin de fer des Laurentides, puis il y aura aussi le chemin de fer de la Rive-Nord. Ces 3 chemins de fer-là vont connaître un contexte similaire qui explique une partie de leur difficulté aux 3, à toutes les 3. Première chose, il y a une crise économique qui éclate en Occident vers 1873, qui touche le Québec, et qui va retarder les choses. Parce que, bon, il y a du chômage, il y a un manque à gagner des gouvernements, et ainsi de suite. Deuxièmement, il y a aussi le fait que
les subventions des municipalités et ainsi de suite, et les subsides des gouvernements ne suffisent pas au début réellement à lancer les projets dans la construction. Il faut des capitaux supplémentaires. Et c'est là, semble-t-il, que la compagnie du Grand Tronc, qui a déjà son réseau à elle, va intervenir dans les milieux financiers londoniens, semble-t-il, pour empêcher le financement de ces projets-là, ne voulant pas avoir de concurrence. C'est dans ce contexte hautement compétitif que le rudivaire québécois viendra aider la cause du curé Labelle. Celui de 1872 fut particulièrement terrible. En plein mois de janvier, avec un mercure à 30 sous zéro, le bois manque à Montréal. Les familles pauvres meurent littéralement de froid. Comme ce sera le cas plus d'un siècle plus tard, en pleine crise du verglas, c'est le bois des campagnes québécoises qui vint à la rescousse des citadins. Le curé Labelle entre en scène. Enveloppé de son capot de poêle, il pénètre dans le faubourg de Montréal à la tête d'une procession de 80 traîneaux chargés de cordes de bois. C'est le triomphe. Les Montréalais parleront longtemps de cette œuvre charitable baptisée la corvée du curé Labelle. Reçu en grande pompe à l'hôtel Jacques-Cartier par les autorités de la ville, il s'élança dans un discours enflammé. Nous avons besoin d'un grand tronc, dans le nord comme dans le sud. Nous sommes aussi intelligents et aussi industrieux que les habitants du sud. Qu'on nous donne les mêmes moyens d'action et nous le prouverons. C'est ainsi que nous pourrons devenir plus tard les rivaux des Anglais et des Américains dans le commerce et dans l'industrie. En 1872, le projet est sur la bonne voie. Le gouvernement semble gagner à l'idée d'investir dans le train du Nord. Mais dès l'année suivante, la Grande Dépression fait s'écrouler les banques et accule plusieurs petites compagnies ferroviaires à la faillite. Le projet du curé Labelle piétine. Pas d'argent, pas de train. Labelle ne se laisse pas démonter. Il multiplie les lettres. Gens d'affaires, députés et ministres reçoivent régulièrement de ses nouvelles. Il est d'une absolue nécessité que le gouvernement se dote convenablement de la grande ligne du Nord aussi loin que possible. C'est la principale artère de la province, le chemin où tous les autres viendront aboutir. En 1876, l'hiver fait encore des ravages. Le curé Labelle récidive et envoie dans le sud 2 fois plus de bois que lors de la première corvée. Il prend régulièrement la parole. Convaincant, il amène finalement le gouvernement de Québec à investir. Il a gagné. Dès le printemps, la Québec-Montréal-Ottawa et Occidental Railway construit 60 km de voies entre Montréal et Saint-Jérôme. Le curé suit le chantier pas à pas. Lorsque le train entre enfin au village, c'est la fête. Le curé Labelle a 43 ans. Sa mission remplie, il aurait pu remiser son bâton de pèlerin. Mais son rêve va bien plus loin que les limites du village. Il veut faire de ces Laurentides un royaume qui s'étendra jusqu'au Témiscamingue en Abitibi. Un long territoire uni, bien entendu, par le chemin de fer. Ça m'a pris 6 ans. En 1876, le chemin de fer était rendu à Saint-Jérôme. C'était déjà une grande victoire. Ah, c'est pas suffisant. C'est pas encore assez. Faut aller plus loin, toujours plus haut. À 100 000 d'ici. 125 000 si c'est nécessaire. Ah, je vous le souhaite de tout mon cœur, monseigneur, mais... Là, c'est pas avec des mecs qu'on développe un pays. En 1888, le curé Labelle est nommé sous-ministre de l'Agriculture et de la Colonisation. C'est un précédent puisqu'il est le premier haut fonctionnaire en soutane du gouvernement de Québec. L'année suivante, c'est au tour de Rome de lui rendre hommage en le nommant évêque. Mais son obsession d'un chemin de fer jusqu'à Mont-Laurier ne s'éteint pas avec les nominations. Agenouillé, il demande une fois de plus au ciel de l'écouter. Le temps presse pour le curé Labelle. Sa santé n'est plus très bonne et malgré ses efforts, la colonisation est un demi-succès. En 50 ans, la population n'a augmenté que de 20 000 personnes. C'est peu.
Si au moins son petit train du Nord pouvait se rendre jusqu'à Mont-Laurier, se dit-il, il pourrait alors partir l'âme en paix. L'ardeur d'un nouveau moteur de 240 chevaux. La quiétude d'un habitacle intérieur irréprochable. Vous rêviez de l'ultime véhicule de luxe? Le voici. Le nouveau QX4 d'Infiniti. Le parfait équilibre entre le luxe et la performance. Fils du légendaire empereur et héritier du trône. On ne fait pas de bonapartisme sans Bonaparte. En avant, marche! Exclu de tous les trônes. Le jeune Napoléon ne pourra échapper au poids de son héritage. Tellement de choses en moi qui se battent et se contredisent. Dans toute l'Europe, des hommes fidèles à la volonté de votre père se battent et meurent chaque jour pour vous. Et vous, que faites-vous? L'Aiglon, ce soir, 21h, à Historia. Rien n'est plus précieux que votre vue. Voilà pourquoi nous devrions tous porter des lunettes de soleil, d'ordonnance ou autres. Achetez-les chez LensCrafters ou ailleurs, l'important c'est d'en porter. J'ai vu quel dommage le soleil peut causer à des yeux non protégés. Porter des lunettes de soleil peut vraiment protéger votre vue? Et même vous donner belle apparence. À chaque heure de chaque jour, nous aidons quelqu'un à voir. L'histoire ne peut garder le silence sur le pillage de trésors en temps de guerre, sur ces héros inconnus, ou sur le courage au féminin. La face cachée de l'histoire, demain, 20h, à Historia. Ils nous arrivent d'un autre siècle et ils ont inspiré les plus grands noms de la peinture française. Le fils de Renoir, les sœurs de Matisse, l'épouse de Cézanne et la baigneuse de Picasso passent l'été à Montréal. Venez voir les chefs-d'œuvre du musée de l'Orangerie dès le 1er juin au musée des Beaux-Arts de Montréal. Réservation sur le réseau Admission. Il n'y a qu'un seul Médicalerte. Et derrière le bracelet, il y a votre dossier personnel et médical toujours là, accessible 24 heures sur 24 de partout dans le monde. Des renseignements qui pourraient vous sauver la vie. Médicalerte, toujours là. La méga fiesta, le medley tropical pour tous vos parties. 40 méga hits réunis dans un super coffret. Dansez sur Tic Tic Tac, Macarena, la Lambada, Aïe, Bamboleo, c'est bon pour le moral. El Bimbo, Brasilia Carnaval. 2 CD pour le prix d'un. La méga fiesta pour tous vos parties. Dans ce temps-là, il y avait les trains de ski, les premières années, qu'on allait à Sainte-Agathe, là. On était à 5-6 trains qui partaient de Montréal le matin, gare Windsor, gare Place Vigée. On s'en allait tout à Sainte-Agathe, puis là, chaque train, on était à 11-12 chars, 10 chars, puis c'était tout plein de monde. Il a fallu attendre 1909 pour que le petit train du Nord se rende finalement jusqu'à Mont-Laurier. La riche compagnie du Canadien Pacifique en est propriétaire et c'est à partir des magnifiques gares Windsor et Jean Talon que les départs s'effectuent quotidiennement de Montréal. Sur son passage, le train avait semé des paroisses, puis des gares, dont une baptisée en l'honneur du célèbre curé. Le chemin de fer avait transporté un vent de prospérité dans les villages devenus terminus. Avec les scieries, le chemin de fer était l'épine dorsale de l'économie locale et avait favorisé un premier véritable essor de l'agriculture dans les Laurentides.
À défaut d'être riches, les cultivateurs arrivaient maintenant à survivre. En 1950, à peu près tout ce qui venait du sud était transigé par le chemin de fer, que ce soit pour les marchands, les animaux, mais 90% du transport ferroviaire était du bois. Le curé Labelle avait gagné son pari. Il avait créé une 60aine de paroisses, toutes réunies par son petit train du Nord. Mais le temps lui avait joué un mauvais tour. À l'hiver de 1891, fatigué et malade, il avait donné sa démission de sous-ministre à son vieil ami et premier ministre, Honoré Mercier. Le 8 janvier, il prononça ses derniers mots à l'oreille d'un jésuite venu l'assister. « J'aimerais mieux pour mourir attendre à demain. » Pour la première fois de sa vie, il voulait remettre à plus tard ce qui était pourtant inévitable. À 2h30 du matin, le curé Labelle, le roi du Nord, s'éteignait. Le rêve du curé Labelle, c'était en quelque sorte de créer une espèce d'empire canadien-français du Nord, Nord-Ouest. Puis il aboutit à la création d'une seule région. Tout au long de son histoire, le train du Nord et l'Église ont roulé côte à côte. À la mort du curé Labelle, c'est un autre prêtre, l'abbé Alphonse Grenier, qui veilla à la réalisation du rêve de son prédécesseur. À force, lui aussi, de ténacité, de pétitions et de quelques lampions, cet autre curé réussit finalement à amener le train jusqu'à Rapide à l'Orignal, plus tard, Mont-Laurier. Le petit train du Nord a de la personnalité. Né de l'acharnement de ses supporters, comme eux, il est difficile à mater. Le plus récalcitrant de la province de Québec, dit-on. À tout moment, les flamèches qui s'échappent des locomotives à vapeur risquent de mettre le feu au pont de bois. Mais le défi, le vrai, il est là devant. Les nombreuses courbes et pentes raides rendent ce parcours épique, voire même dangereux. Ces obstacles ralentissent considérablement la cadence. Voulant rattraper le temps perdu, les mécaniciens ont tendance à pousser leur machine au-delà des 48 km à l'heure permis par la compagnie sur ce délicat tracé. Un jour, cela se terminerait mal. C'est ce qui se passa au cours de l'hiver 1947 aux environs du lac Saguet. Ce jour-là, le petit train du Nord était bondé. 300 personnes étaient à bord. On raconte que le mécanicien qui effectuait le trajet pour la première fois aurait célébré l'événement d'un coup de whisky. Ragaillardi, il poussa sa machine à fond de train. Les passagers commençaient à s'inquiéter de cette vive allure. Arrivé à la grande courbe qui précède le lac Saguet, il eut beau tenter de freiner, il fut incapable de garder son engin sur les rails. C'était trop tard. La locomotive dérailla, suivie dans sa chute de 3 wagons. Le convoi s'engouffra dans la neige. L'ingénieur n'en sortit pas vivant. Ça, c'est un train du samedi qui a monté à Mont-Laurier. Puis c'est nommé Barbeau qui menait ça. Puis c'était pas un gars bien habitué. Il était classé. Puis il est nommé, lui, il s'est fait tuer, c'est un gars qui s'attendait une chum. Puis en tout cas, ils ont le millage 119 parce qu'il arrivait à Terreau, puis après ça, on commençait à descendre. Là, vous montez jusqu'à Bédard, jusqu'à Terreau, ici, qui est tout haut des montants. Puis à Bédard, après ça, vous descendez tout haut jusqu'à Mont-Laurier, jusqu'à Val-Borette. Puis ça, le détour-là, le 119, là, il tournait à peu près à 20 000 à l'heure. Puis, faut faire, à 30 000, il n'aurait pas sauté en bas. Mais lui, il a viré en envers. Comme dans le reste du Canada, les Laurentides vivaient maintenant au rythme du chemin de fer. La gare était devenue le point d'attraction pour les villageois. On s'y rassemblait, comme jadis, sur le parvis de l'église. Et comme le font les jeunes d'aujourd'hui aux abords des stations de métro, la gare était là où jeunesse se passait. En général, considérait que la gare était un mauvais lieu. On pouvait y aller pour observer le train et on pouvait rencontrer, quand on était un garçon, des jeunes filles. Et quand on était une jeune fille, on pouvait rencontrer des garçons.
Alors, quand un train, pas un train, mais une gare devait être construite, souvent le curé intervenait soit pour demander que la gare soit localisée à l'extérieur de la municipalité ou au contraire qu'elle soit vraiment dans le milieu, selon la mentalité qu'ils avaient. Aux gares de Saint-Jérôme ou de Sainte-Agathe, l'arrivée du train est un événement qu'on ne veut pas manquer. C'est particulièrement vrai le samedi matin. Les paysans attendent de voir les riches citadins descendre du train de 10h10. Depuis quelque temps déjà, les Laurentides sont appréciés des Montréalais qui, le temps d'un week-end, y viennent respirer l'air pur des montagnes. L'industrie, qui allait devenir le fer de lance de cette région, commence à se dessiner. C'est le début de l'industrie touristique dans les Hautes-Laurentides. Déjà, dans les années 1890, Sainte-Agathe est une espèce de petite capitale. Il y a un premier hôtel, le Castel-des-Monts, qui est bâti. Il y a des activités de toutes sortes. Des millionnaires s'installent autour du lac des Sables, et ainsi de suite. C'est lancé véritablement. Et quand arrivera le ski, bien là, ça va devenir... je dirais pas l'Eldorado, mais ça va devenir très important pour l'économie du Nord. Ça va devenir la planche de salut des paroisses des Hautes-Laurentides de l'industrie touristique. Un matin de février, Herman Smith Johansson file sur deux étranges planches de bois que l'on appelle skis. Il s'arrête pour laisser passer le petit train du Nord. En voyant le convoi s'engouffrer dans les contrées enneigées, il sait que leurs destinées viennent de se croiser. Herman Johansson, dit Jack Rabbit et roi du ski, amènerait le train du Nord vers une destination nouvelle, le tourisme. L'ardeur d'un nouveau moteur de 240 chevaux. La quiétude d'un habitacle intérieur irréprochable. Vous rêviez de l'ultime véhicule de luxe? Le voici. Le nouveau QX4 d'Infiniti. Le parfait équilibre entre le luxe et la performance. Découvrez le plus grand magasin virtuel de vidéos documentaires. Global Vidéo vous offre des vidéocassettes biographiques, historiques, scientifiques et bien d'autres. Venez nous visiter globalvideo.qc.ca. À notre prochain rendez-vous de l'Histoire à la Une, un débat sur la loi 101, un bilan après 23 ans. Et l'historien Denis Vaugeois nous parle d'un procès des patriotes particulièrement retentissant. L'Histoire à la Une, ce soir, 19h, à Historia. Ah, ces objets, ces choses de la vie qui font de nous des stars. Ils occupent une place tellement importante dans nos vies que nous ferions des folies pour les posséder. Le mythe est né. La fabuleuse histoire de ce soir, 20h, à Historia. Rien n'est plus précieux que votre vue. Voilà pourquoi nous devrions tous porter des lunettes de soleil, d'ordonnance ou autres. Achetez-les chez LensCrafters ou ailleurs, l'important c'est d'en porter. J'ai vu quel dommage le soleil peut causer à des yeux non protégés. Porter des lunettes de soleil peut vraiment protéger votre vue? Et même vous donner belle apparence. À chaque heure de chaque jour, nous aidons quelqu'un à voir. Dès qu'on parle d'histoire, dès qu'on raconte comment c'était avant, on ne peut pas s'empêcher de comparer avec aujourd'hui. Est-ce qu'on était, par exemple, plus violent au Moyen Âge? Est-ce que le travail avait plus de sens avant la révolution industrielle? À chaque semaine, deux camps s'affrontent pour le meilleur ou pour le pire. Qui a raison et qui a tort? À vous de juger. Pour le meilleur ou pour le pire, demain, 16h, à Historia. Camille Claudel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous apprenne? Passionné par son art. Ton avenir t'appartient. Guidé
par son admiration, Mais dis-le-moi que c'est mutuel. consumé par son amour. Elle est devenue ma seule source d'inspiration. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je voudrais que tu fasses ce que je te dis. Voilà exactement ce que je voudrais que tu fasses. Camille Claudel, jeudi 21h à Historia. Les Monts Blancs, Saint-Sauveur, Tremblant. Chaque hiver, plus de 350 cm de neige recouvrent les montagnes des Laurentides à la grande joie des sportifs. Le curé Labelle voulait faire du Nord le royaume des agriculteurs. Le train en fera le paradis des skieurs. Tôt le matin du 9 mars 1975, un train, comme on n'en avait jamais vu dans les Hautes-Laurentides, arrive à Val-David. C'est le spécial Jack Rabbit. Le convoi, composé de 7 rutilants wagons à 2 étages et recouverts d'aluminium, s'amène avec à son bord 1 millier de joyeux skieurs. Toute cette horde de sportifs s'est en fait donné rendez-vous pour applaudir une grande vedette. C'est Jack Rabbit. Le voyage avait spécialement été organisé pour célébrer son 100e anniversaire de naissance et souligner l'extraordinaire influence que Johansson eut sur le développement du tourisme et la popularité du ski alpin dans les Laurentides. Il avait pris le train de Montréal à Val-David, où la population l'attendait avec enthousiasme. Pour marquer l'occasion, il prononce un petit discours à la sapinière et termine en disant « Assez parlé maintenant, allons-y ». C'est en 1928 que le Norvégien Herman Smith Johansson, alors jeune ingénieur spécialisé dans l'équipement ferroviaire, s'installe à Montréal. Skieur émérite, il se prend d'amour pour les Laurentides où il possède une maison à Shawbridge. Quand il ne travaille pas, Johansson est sur ses skis. À l'aide de ce curieux équipement, pour l'époque, il parcourt la région. Il visite tous les villages créés par le curé Labelle où il attire l'attention. Il est connu des bûcherons qui délaissent peu à peu les raquettes pour les skis de Johansson, qu'ils appellent Crazy Long Sticks. Il est ami avec les Amérindiens. Pour eux, il est Jack Rabbit, un surnom qui le suivra toute sa vie. Il était très agile et pouvait faire des bonds comme un lièvre. C'est pour ça qu'on l'avait surnommé Jack Rabbit. Au début du 20e siècle, le ski est encore une activité marginale au Québec. C'est en 1905 que les membres du Montreal Ski Club, habitués aux pentes du Mont-Royal, découvrent les Laurentides. Ils s'embarquent alors à bord du Petit Train du Nord, direction Sainte-Agathe. Chaussés de ski rudimentaires, essentiellement 2 planches de bois attachées à leurs bottines, ces casse-cous dévalent à travers bois jusqu'à Shawbridge. De là, ils reprennent le train qui les ramène à Montréal. C'est d'ailleurs le Montreal Ski Club qui convaincra les compagnies ferroviaires d'organiser des trains spéciaux destinés aux skieurs. Le ski, ce que ça va faire, c'est que c'est extrêmement important sur le plan économique parce que ça double la saison touristique. Avant ça, on pouvait exploiter le Nord seulement l'été, puis vous savez comment nos étés sont courts dans ce coin-là. Donc, 1 mois ou 2, puis c'était fait. Mais avec le ski, ça va permettre de construire des grands hôtels, Mont-Tremblant Lodge, Chanteclair, Estérel, et ainsi de suite. Parce que c'est beaucoup plus rentable, parce qu'on le loue presque à l'année longue à ce moment-là. Comprenez-vous? Et c'est grâce au ski, ça. Avec l'arrivée de Jack Rabbit, le ski croît rapidement en popularité. Ce sport, qui deviendra le pain et le beurre des Laurentides, fera également les plus beaux jours du Petit Train du Nord. En 1932, Johansson trace la fameuse piste Maple Leaf. Elle épouse le parcours du Petit Train du Nord, joignant les villages de Shawbridge, de Sainte-Agathe et de Mont-Tremblant.
Ces 144 kilomètres de neige et d'obstacles mettent l'endurance des sportifs à dure épreuve et font la joie des hôteliers. C'est comme ça qu'il réussira à obtenir le soutien du gouvernement. C'était un moyen de venir en aide à l'industrie touristique et hôtelière. En 1928, le Canadien Pacifique met sur les rails un train réservé uniquement aux skieurs. C'est le train des neiges. Le succès est immédiat. Entre décembre et avril, ils sont plus de 10 000 à s'engouffrer dans les 229 trains mis à leur disposition. Le train des neiges et sa joyeuse clientèle ne passent pas inaperçus dans la région. Chansons, enregistrements. Mon frère composait des chansons et je l'accompagnais à l'accordéon. Nous donnions des spectacles à bord des trains de passagers et les gens adoraient ça. En 1939, plus de 1600 km de pistes de ski sillonnent les forêts des pays d'en haut. Il y a tellement de monde que les fermiers commencent à s'impatienter à force de voir cette faune traverser impunément leurs champs. Johansson s'en mêle. Il négocie, demande des droits de passage, délimite les pistes sans jamais demander un sou. En Norvège, c'était mal vu de ramasser de l'argent pour un sport. C'est pourquoi il n'a jamais fait d'argent avec le ski. Il adorait ce qu'il faisait, mais il ne songeait pas à l'argent. Il n'a jamais donné de cours de ski ou rien du genre. Pas parce qu'il trouvait ça rabaissant, mais parce que ça ne lui convenait tout simplement pas. Pour lui, le ski devait être un sport amateur auquel on s'adonne uniquement par plaisir. Vers 1932, les disciplines que sont le ski de randonnée et le ski de descente commencent à prendre leur distance. Le ski alpin est devenu une discipline olympique. Ce sport nouveau impressionne. Équipés encore sommairement, les valeureux doivent grimper pendant 2 bonnes heures avant de se jeter à corps perdu dans une descente héroïque. Une affaire d'homme surtout. Cette même année, un objet de curiosité appelé la patente à Foster, du nom de son inventeur, le Montréalais Alex Foster, fait son apparition. L'ancêtre de nos actuelles remonte-pentes est actionné par un moteur d'automobile Chrysler. Le système est installé à Shawbridge sous les recommandations de Johansson. L'appareil remporte un vif succès, même s'il faut payer 5 sous pour l'utiliser. La première remontée mécanique venait de voir le jour et allait bientôt propulser les Laurentides vers sa vocation définitive. Les villages du Nord se mettent rapidement à l'heure du ski. En 1939, Mont-Tremblant a son remonte-pente installé en permanence. À Shawbridge, Saint-Sauveur, Val-David, les hôtels et les pensions font des affaires d'or. Sainte-Agathe devient le pôle d'attraction et attire les touristes par milliers. C'est la folie. Le Canadien Pacifique doit mettre sur les rails jusqu'à 30 trains des neiges par fin de semaine. C'est une clientèle aisée qui s'en va s'éclater et faire rouler l'économie au pays du Curé-Labelle. Le visage des Laurentides avait changé. De plus en plus de gens de la ville s'y amenaient, remplaçant peu à peu les colons. Les aires agricoles se voyaient repousser toujours plus au nord. Les villages bâtis autour des scieries se transformaient un à un pour devenir la petite Suisse des Américains. Les actuels complexes touristiques, Val-David, Chanteclair, Estérel et Grey Rock, ont tous été construits dans les années 30. Le train commence à être victime de son succès. Le tourisme est devenu une activité 4 saisons. Le petit train du Nord ne suffit plus à cette affluence. Il faut des routes, de grandes routes sur lesquelles rouleront le pire ennemi du train, l'automobile.
Retrouvez toute la magie de l'Expo 67 sur vidéocassette. Les pavillons, les fêtes, les spectacles. Vous revivrez toute l'atmosphère de Terre des Hommes. En tout, 4 vidéocassettes pour plus de 8 heures d'enchantement. Profitez immédiatement de cette offre d'une durée limitée. Commandez le coffret Visitez l'Expo 67. Une offre incroyable. Pour seulement 3 paiements faciles de 19,95 taxes incluses, vous obtenez le coffret Visitez l'Expo 67 et votre passeport gratuit. Faites vite, cette offre n'est pas disponible en magasin. L'Expo 67, le plus grand défi des années 60. Commandez maintenant et soyez parmi les 50 premiers à recevoir en cadeau ce vidéo inédit sur la construction des îles et des pavillons. Une valeur de 15,95 tout à fait gratuit, seulement si vous appelez maintenant. Procurez-vous cette merveilleuse collection disponible uniquement au numéro apparaissant à l'écran, pour aussi peu que 3 paiements faciles de 19,95. Économisez 45 $ sur le prix régulier. Appelez maintenant. Chèque personnel et carte de crédit acceptées. Une carte d'anniversaire contenant 2 billets pour l'Inde, 4300 $. Caravane pour la Cité Bleue, 64 $. Billets pour se rendre au palais sur le lac, 28 $. 25 ans, plus pour le meilleur que pour le pire. Ça n'a pas de prix. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Pour tout le reste, il y a Mastercard Platine, avec une limite de crédit élevée pour les choses qui comptent vraiment. La Chine, une nation créée par la centralisation du pouvoir. Une puissance redoutable entre les mains d'un seul homme. Le premier empereur, jeudi 16h, à Historia. Ils nous arrivent d'un autre siècle et ils ont inspiré les plus grands noms de la peinture française. Le fils de Renoir, les sœurs de Matisse, l'épouse de Cézanne et la baigneuse de Picasso passent l'été à Montréal. Venez voir les chefs-d'œuvre du musée de l'Orangerie dès le 1er juin au musée des Beaux-Arts de Montréal. Réservation sur le réseau Admission. Le 15 novembre 1981, comme à l'accoutumée, le sifflet du Petit Train du Nord se répand en écho dans les montagnes des Laurentides, annonçant son arrivée. Mais ce jour-là était différent des autres. Le Petit Train du Nord effectuait son dernier voyage de passagers. Via Rail, qui avait hérité du service voyageur sur cette ligne, plaidait la non-rentabilité. Quand ils ont été le train régulier, ouais, ça m'a démangé. Moi, j'étais à ma place. Hein, ça. L'automobile, qui chaque fin de semaine franchit pare-choc contre pare-choc la porte du Nord, avait lentement poussé le petit chemin de fer sur la voie d'évitement. Déjà dans les années 40, la difficile route 11, longtemps en gravier sur toute sa longueur jusqu'à Sainte-Agathe, ne dérougissait pas. À partir de 1957, les voyageurs commencent à déserter le train du Nord. L'autobus, le pavage des routes, puis la construction de l'autoroute 15 l'achèveront. Le développement de la 117 actuelle, de l'ancienne 11, et de l'autoroute va faire déplacer les villages. Okay? Le point central des villages va être déplacé. Et là, ce qui va se développer, c'est ce qu'on appelle le tourisme nomade, à savoir le tourisme d'un jour en voiture et apparition des motels. Okay? Donc, des hôtels où on ne loge qu'une journée à la fois la plupart du temps. Puis on continue le lendemain. Donc, il va y avoir un déplacement en quelque sorte du développement de ces petits villages-là qui étaient autrefois centrés autour de la gare, autour de l'hôtel, de la place. Okay? Et ça amène un impact considérable sur le plan de l'urbanisme, sur le plan du développement économique, sur le plan de la culture, et ainsi de suite, sur le plan de l'exploitation du territoire. En 1977, alors que le ski de fond connaît un regain de popularité, Jack Rabbit, alors âgé de 102 ans, tente de redonner vie au Petit Train du Nord. Convaincant, il réussit à faire renaître de ses cendres le fameux Train des Neiges.
Même si un aller-retour Montréal-Sainte-Agathe coûte aussi peu que 6 $, le petit train du Nord n'allait pas demeurer plus de 4 ans en service. Malgré les efforts de Johansen, en 1981, le célèbre train prend sa retraite, et pour de bon cette fois. Herman Smith Johansen, dit Jack Rabbit, lui survécut encore quelques années avant de s'éteindre en 1987 à l'âge vénérable de 112 ans. Le Nord perdait ainsi une autre de ses légendes. Le petit train du Nord, si cher au curé Labelle, disparaîtra peu à peu. Les rails sont enlevés un à un. Telle une cicatrice, seule cette lisière de gravier rappelle aujourd'hui son passage. Les employés de train ont quitté la région, laissant à l'abandon les hangars et les baraques qui leur servaient de maisons temporaires. Ici, là, on couchait ici. C'est notre bon chrome. L'autre bon chrome était débattu l'autre bord. Fait que là, c'est la chambrette, il y avait des lits, 4 lits doubles. T'avais le poêle, le frigidaire, les toilettes, ben, c'est les mêmes que là-bas. Là. C'est des années. Les gares, l'image même de la grande époque du rail, sont vides et désertes. Laissées à l'abandon, certaines d'entre elles, comme la gare de Shawbridge, aujourd'hui Prévost, sont victimes de vandalisme. Celles qui survécurent à cette hécatombe deviendront soit un restaurant, soit un gîte du passant. Étonnant, mais c'est une simple bicyclette qui fera en quelque sorte revivre le train du curé Labelle. En 1996, sous les pressions populaires, le parc linéaire, le Petit Train du Nord, est créé. C'est le plus long corridor vert d'Amérique du Nord. Sur 200 km de piste et suivant le tracé initial du chemin de fer du curé Labelle, les cyclistes en été, fondeurs et motoneigistes en hiver, filent sur les traces du Petit Train du Nord. Comme le fit le brave curé, les aventuriers circulent entre les montagnes jusqu'à Mont-Laurier, admirant à leur tour ces magnifiques pays d'en haut. L'histoire du Petit Train du Nord n'est pas unique. Partout au pays, particulièrement dans les régions éloignées des grands centres, le train a dû tirer sa révérence devant l'automobile et les moyens de communication modernes. Il y a plus d'un siècle, c'est le pays entier et dans ses moindres recoins qui fut atteint de la fièvre du rail. Aujourd'hui, un village, un comté, un boulevard, des parcs et des bâtiments publics portent le nom du curé Labelle. Il nous rappelle la contribution de cet homme au développement des Laurentides. Le Nord prit une direction différente de celle dont il avait rêvé, mais ses efforts n'ont pas été vains. Il laisse en héritage un pays magnifique, une région touristique de réputation internationale, une terre d'une grande beauté, bénie de la main de ce curé plus grand que nature.